Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Boris Saunier, double champion du monde de descente en 2002 et qui s'est ensuite essayé à la course en ligne. On revient sur son parcours, ses entraînements, ce qu'il a dû faire pour devenir champion du monde et enfin sur ce qu'il devient aujourd'hui. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Boris et ses secrets. Salut Boris, comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Il fait beau, il fait chaud. Ça va très bien. Eh ben écoute, ça me fait un grand plaisir de t'avoir sur le podcast, puisque comme je te disais juste avant, ton nom est revenu je ne sais combien de fois dans les 87 épisodes qui sont sortis au moment où on enregistre celui-ci. Comme quoi tu étais en quelque sorte un pionnier, euh, notamment du passage de la descente à la course en ligne. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi? Tu as vécu ça? Ou pour toi, ce que je te dis, c'est un peu étrange? Bah, je suis un peu surpris. J'ai pas écouté tous les épisodes pour ne pas te le cacher. Que tu me dises que mon nom est revenu très très souvent, ça me surprend un peu et c'est plutôt agréable. Ça fait plaisir. Après, le côté pionnier, ouais, je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, mais c'est vrai qu'à l'époque, avec Olivier Petit, on avait décidé de se lancer là-dedans. Moi, j'ai été bien aidé par le DTN à l'époque et voilà. Et mon entraîneur, Jean-Pascal Crochet, par la suite, est venu à la course en ligne. Donc, pionnier, je dirais pas ça, mais bon, voilà, Ok. je, non, ouais, pionnier, je sais pas si c'est le bon mot. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, Comment tu as commencé le kayak? Alors, j'ai commencé le kayak à l'école primaire en CM2. J'avais la chance d'avoir mon école et le club de kayak qui proposait à l'école une activité sportive. Donc, j'avais commencé au mois de juin. On faisait ça en semaine, le matin, je crois, une fois par semaine. Et puis, juste après, je suis parti en vacances dans les Gorges du Tarn avec mes parents et c'est vrai que là, j'ai vraiment accroché. Et puis, dès la rentrée en septembre, je me suis inscrit au club de kayak de Vienne, qui était pas très loin de chez moi. Comment ça s'est passé justement ces débuts? Tu étais déjà sportif de base ou pas du tout? Oui, j'étais plutôt sportif. En fait, à l'époque, je faisais des sports qui sont un peu méconnus, mais qui sont pratiqués un peu dans la région lyonnaise et dans la vallée du Rhône. Je faisais de la barque, je faisais de la joute. J'avais fait du foot aussi avant, mais vu que j'étais un peu fort, entre guillemets fort, j'étais gros, quoi. J'ai eu rapidement, j'ai eu rapidement des problèmes de genoux. Et c'est vrai qu'après, les activités nautiques me plaisaient beaucoup. Et bah, comme je te l'ai dit, je faisais de la barque, de la joute. Et puis après, bah, je me suis inscrit au kayak. Et c'est vrai que le kayak
bien plus attiré. Et je pense qu'aussi il y a eu un rôle un peu des membres de l'équipe de France qui étaient dans ce club de Vienne, qui m'ont fait briller un peu les yeux. Il y avait notamment l'ancien champion du monde Gilles Zoc bah, que j'ai côtoyé rapidement et qui voilà m'avait dédicacé un poster. Je me rappelle quand j'étais tout petit, voilà, qui m'a écrit "Je te souhaite une longue et excellente carrière en kayak". Ça m'avait touché. Et voilà. Après, il y avait aussi les frères Crochet, il y avait Bonardel, le club de kayak de Vienne à l'époque était un très bon club de descente, quoi. C'était l'un des meilleurs clubs de descente. Et Et il y donc, avait oui, donc, je il pense y avait de quoi faire de la descente à Vienne? à Vienne même, non, mais après, quand tu fais de la descente, eh ben, on va dire 70% d'entraînement, c'est sur le plat, quoi. 60-70%, c'est sur le plat, et après, tu vas faire de la technique en eau vive. Et à Vienne, non, mais pas très loin. Il y avait Saint-Pierre-de-Bosse, c'était à 5 kilomètres. Et puis Vienne, après, on partait en week-end dans les Alpes. C'était pas très loin. Donc il y avait de quoi pratiquer, oui. En quoi ça consiste comme sport, la barque? La Qu'est-ce qu'il faut faire barque, et comment ça fonctionne? eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il y avait un parcours imposé sur le Rhône, soit en descente du Rhône, soit des fois il fallait remonter sur le Rhône. C'était soit tout seul, soit à deux, dans la même barque. On ramait ensemble. C'était de la rame là. Mais ouais, c'est de la barque, comme tu peux voir, une barque de promenade, quoi. Et eux, ils appelaient ça du sauvetage. La barque de sauvetage, en fait. Au départ, c'est un sport assez ancien de la région où c'est venu comment dire, du sauvetage sur le Rhône quand il était en crue, quoi. Et la joute, c'était ce que j'imagine un truc de chevalier où tu as une sorte de, je sais pas comment on peut dire, de lance ou de bâton, tu essaies de faire Ouais, tomber c'est l'autre, ça. c'est ça? Tu as une lance, un plastron dans lequel il fallait viser avec la lance et essayer de mettre l'autre à l'eau. En fait, c'est deux bateaux qui se croisent et faut essayer de mettre l'autre à l'eau. Donc, tu as le droit de te mettre en posture grand écart, tu as le droit t'as un cale-pied à l'arrière. Bon, je dis pas que je faisais le grand écart à l'époque, hein. Mais voilà, c'était un truc, je trouvais ça marrant, quoi, et assez impressionnant parce que la lance était assez longue et assez lourde. Il fallait quand même bien viser le plastron de l'équipier. Non, ça me plaisait bien ce sport. Tu dis que quand tu es arrivé au club à Vienne, il y avait beaucoup de champions, entre guillemets, mais est-ce qu'il y avait des enfants de ton Mhm. âge? Est-ce qu'il y avait quand même un petit groupe d'entraînement pour le jeune que tu étais? Oui, il y avait un petit groupe d'entraînement qui était pas très important. On était allez, 3-4 maxi, mais surtout deux à s'entraîner beaucoup. C'était Albertine Crochet, la sœur des deux frères Crochet, et moi, où on s'entraînait tout souvent, quoi. On s'entraînait tous les jours, quoi, Tous rapidement. les jours, donc quand tu avais 11 ans, tous les jours tu étais sur l'eau alors. Non, 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 pas quand j'avais 11 ans. À partir de 13-14 ans, Ok. on nous a mis en place des programmes où on faisait pas que du kayak, en fait. On faisait un peu de renforcement musculaire, on faisait de la course à pied, on faisait du vélo et on faisait 2-3 fois du kayak par semaine. Ouais, mais donc c'est déjà un sacré rythme. Oui, mais moi, ça me convenait. Tu vois, après, moi, c'est à 13, 14, 15 ans que je faisais ça, pas tout de suite, hein. Est-ce que, parce que là quand tu t'entraînes autant, j'imagine que tu as des objectifs de compétition pour t'entraîner autant ou pas? Comment? Excuse-moi, j'ai pas entendu la Est-ce que fin. tu avais des objectifs de compétition à ce moment-là, à t'entraîner autant ou c'était Ah bah pour le oui, il y avait plaisir? les championnats de France cadets et après bon, et après il y a les championnats de France junior et tout ça. Mais oui, puis il y avait la Coupe des jeunes au départ quand on est minime, la Coupe des jeunes qui était en Rhône-Alpes assez relevée, où il y avait un classement. À l'époque, on cumulait slalom et descente. Je sais pas si il me semble pas que tu sois originaire du kayak, mais à l'époque, quand on faisait l'eau vive, quand on commençait, on faisait souvent de la descente et du slalom. Et c'est vrai que moi, les deux me plaisaient. Bon, j'étais plus descendeur parce que mon club était un club de descendeurs et qu'à l'époque, les deux disciplines n'étaient pas olympiques et enfin où allaient bientôt l'être, mais pour le slalom. Mais voilà, il y avait
beaucoup de similitudes, pas de similitudes, mais beaucoup de contacts entre les slalomeurs et descendeurs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas aussi important. Et tu dis que de 13, 14, 15 ans, on faisait tes programmes donc assez variés. Qui c'est qui s'occupait de faire vos programmes à l'époque? Moi, à l'époque, j'ai commencé par Jérôme Bonardel, qui est un ancien membre de l'équipe de France au canoë. Et puis après, rapidement, ça a été Jean-Pascal Crochet. Jean-Pascal Crochet, ça a été mon entraîneur depuis que je suis tout petit jusqu'à la fin de ma carrière presque. Alors, à la fin de ma carrière, il s'occupait pas que de moi et presque plus de moi entre guillemets parce que moi je voulais voir aussi d'autres choses. Mais oui, Jean-Pascal, ça a été quelqu'un de très important pour moi dans ma carrière de sportif. Et aujourd'hui, je suis content encore de le côtoyer, de le voir encore, quoi. Comment ça s'est passé tes premières compétitions, justement, ce mixte descente slalom? Est-ce que tu te classais bien en minime? Oui, plutôt bien. Je me rappelle justement, peut-être ma première compétition descente, j'étais jamais trop monté dans un bateau de descente, mais j'étais en bateau de slalom et j'avais quand même, c'était Benjamin, ça. J'avais gagné la course alors que j'étais en bateau de slalom et que les autres étaient en bateau de descente. Donc j'avais déjà pas des prédispositions, mais voilà, la descente quand même, ça a toujours été un truc qui m'a intéressé, les mouvements d'eau, anticipés, voilà, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Quand tu as 13, 14, 15 ans et que tu t'entraînes pratiquement tous les jours, est-ce que tu as une Non, scolarité alors classique? je reviens à mon truc, c'est 14-15 ans, quoi. 13 ans, je m'entraînais pas tous les jours, Ok. hein. 13 ans, j'étais encore le petit gros, tu vois. Ah. Mais quand tu dis petit gros, c'est-à-dire que tu avais combien tu pesais pour quelle taille? Ah, je saurais pas dire, mais voilà, je sais que au collège, j'ai eu une période un peu compliquée avec ça où j'étais un peu la risée des autres et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été difficile. Donc, je pense que le kayak m'a carrément sorti de tout ça, quoi, de ce truc-là, l'entraînement et tout. Et j'ai toujours été sportif, mais ouais, je mangeais beaucoup. J'ai toujours été quelqu'un qui mange beaucoup, quoi. T'avais faim, quoi. Ça creusait. Ouais, c'est ça. Mais alors justement, je reviens sur 14-15 ans où tu t'entraînes tous les jours. Est-ce que là, à ce moment-là, tu as une scolarité aménagée ou tu as une scolarité classique? Non, mais après, tu vois, quand je dis je m'entraîne tous les jours, tu finis l'école à 17h et de 17h30 à 18h30, tu vas faire un truc. Donc, tu peux faire ça le soir, tranquille. Et des fois, tu t'entraînes peut-être 2 fois le week-end ou, tu vois, c'est pas, pour moi, t'as pas besoin d'avoir une scolarité aménagée quand tu t'entraînes tous les jours, quoi. Une fois par jour, tu peux gérer le truc. Si c'est des petites séances, tu fais tes devoirs après. Après, c'est vrai que j'avais la chance de plutôt bien m'en sortir à l'école, donc, c'est vrai qu'il y a peut-être ça aussi qui ont fait que mes parents m'ont laissé m'investir aussi comme ça là-dedans. Mais pour moi, t'as pas forcément besoin d'une scolarité aménagée quand tu t'entraînes une fois par jour, quoi. Est-ce qu'avec ce rythme d'entraînement, tu as vraiment senti que tu progressais globalement? Parce que là, on voit que c'est multidiscipline. Et on sait maintenant, c'est assez établi que c'est super cette multidisciplinarité durant l'adolescence. Est-ce que tu sens avec le recul, je sais pas si tu te souviens, mais que tu avais pris vraiment globalement de la caisse, de la force, des choses qui allaient te servir? Oui, après, comme je t'ai dit, tu vois, c'était la muscu, on a plutôt commencé à cadet 2, mais c'était vraiment de la petite muscu, plutôt du renforcement musculaire, des abdos, des exercices comme ça. Pour tout ce qui est pluridisciplinarité, pour revenir à ta question de base, oui, je pense que c'est important de vraiment tout développer et surtout quand on est jeune, quoi, d'essayer d'essayer de tout développer et pas de se spécifier de pas d'avoir une spécificité tout de suite, quoi. Ça, je Et, pense et, que tu, c'est important, ouais. et tu arrivais justement à voir que parce que là, on voit que, de ce que je comprends, tu adorais le kayak, tout ça, la descente, les mouvements d'eau. Et donc, on te dit, va courir, tiens, on fait du renforcement, tiens, on fait du vélo. C'est pas directement du kayak. Est-ce que tu arrivais à avoir l'intérêt et à être motivé quand même pour ces séances qui n'étaient pas du kayak? En fait, j'arrivais à avoir l'intérêt parce que je voyais les grands qui étaient en équipe de France qui s'entraînaient comme ça. Donc, moi, je leur faisais confiance, quoi. Pour moi, ils étaient forts. Est-ce que j'en voyais l'intérêt tout de suite? Je sais pas.
Après, ça me plaisait. Bon, il y a la course à pied, par contre, ça me plaisait pas du tout. Ça, je n'aimais pas du tout. Donc, tout ce qui est renforcement musculaire, vélo, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, donc j'étais plutôt bon. Puis c'est plus quelque chose. Moi, je suis plutôt quelqu'un de puissant, quoi, plutôt que de véloce. Et le vélo, j'ai l'impression que ça reste quand même de la puissance qu'il faut avoir. Bon, dans la montée, peut-être pas forcément, mais voilà, en vélo, je me débrouillais bien. Et puis, bah voilà, en fait, ça me plaisait parce que c'est rendez-vous dimanche matin à 9h. On allait faire du vélo avec Jean-Pascal Crochet, avec Gilles Zoc, avec Pierre-Michel Crochet, avec tous les autres. Pour moi, je me posais pas forcément la question de savoir si c'était pas bien ou pas bien, quoi. Ça me plaisait d'être avec eux, quoi, et de faire du sport avec eux, quoi. À En fait, partir je de crois que quand c'est surtout ça. à partir de quand tu as choisi la descente et pas le slalom? Tu t'es concentré vraiment sur la descente? En junior, en junior, quand c'est plus devenu obligatoire et et que oui, après il y avait les championnats du monde junior où là bah, je voulais performer et donc ouais, je me suis concentré sur la descente. Ouais, Et justement, à ce moment-là, est-ce que tu étais encore dans cette optique, donc junior, c'est quoi? C'est 17-18 ans, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu étais toujours dans cette optique, car dans cette optique, est-ce que l'entraînement était toujours multidisciplinaire ou il y avait ce coup-ci beaucoup plus de kayak? Alors oui, il était toujours multidisciplinaire l'hiver. Après, on faisait beaucoup plus de kayak à partir du mois de mars. Il y avait beaucoup plus de kayak que de préparation physique générale, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Et est-ce que tu as... Mais ça restait toujours quand même. Puis après, même quand j'étais sportif de haut niveau, même après quand j'étais fort, je gardais toujours bah, la muscu, c'était un truc important. Les footings, c'était un truc important pour la récup, pour avoir la caisse. J'ai jamais réellement fait que du kayak. Vraiment qu'à la fin et encore, je pense qu'il y avait toujours de la muscu et des footings. Ça fait partie de Et puis l'entraînement d'un finalement, tu as fait les kayakiste pour footings moi. alors que t'aimais pas courir. Bah, au début, j'aimais pas courir. Il y a eu un moment, j'ai pris un peu de plaisir à courir, mais c'était pas mon truc, quoi. Après, j'avais réussi à force d'en faire, bah forcément, tu arrives à trouver des techniques pour t'économiser, pour être plus rentable et au final progresser. Et c'est peut-être ça qui me faisait plaisir aussi. Moi, je dis toujours que je suis peut-être pas un grand sportif, mais je suis un compétiteur de fou. C'est plus ça qui m'intéressait que le sport réellement, quoi. Tu parlais tu parlais des championnats du monde junior. Est-ce que déjà tu t'y qualifies en première année junior ou t'attends ta deuxième année? Alors, ma première année de junior, il y avait pas les championnats du monde parce que c'était une année sur deux, c'était les championnats d'Europe. Mais bon, après, voilà, dans le kayak, bon, certainement, c'est peut-être un peu plus développé, notamment en course en ligne. Mais je sais qu'en descente, si t'es champion d'Europe, t'es pas loin d'être champion du monde. Il y a de temps en temps des Australiens, de temps en temps d'autres pays hors Europe qui peuvent performer, mais la plupart du temps, les champions du monde ou champions d'Europe enfin, les champions d'Europe sont d'Europe, voilà. Enfin, les champions du monde sont d'Europe. Je sais pas si tu as compris Oui, ce que oui, je veux bien dire. sûr, j'ai compris. Et donc, oui, moi, pour revenir à la question initiale, ma première année de junior, ouais, je m'y suis qualifié, ouais, j'ai même gagné les championnats d'Europe. Ouais. En junior, j'ai tout gagné. J'étais vraiment au-dessus. J'ai vraiment fait un bond assez impressionnant parce qu'après j'allais jouer avec les seniors. Tu vois, en junior 2, je faisais le 6e temps chez les seniors au championnat de France. Donc tu avais rattrapé tes collègues de club, entre guillemets, quoi. Ouais, voire presque doublé. Quand ils déconstruisent, peut-être ça les fera rien, mais oui, je pense que je les avais déjà presque doublés. Jean-Pascal et Pierre-Michel, qui est en équipe de France, quand j'étais junior, déjà, je jouais largement avec eux, quoi. Ok, bah donc là, tout à l'heure, justement, tu parlais que tu avais un bon potentiel. C'est quoi que tu appellerais un bon potentiel pour performer en kayak? Parce que là, on voit qu'en junior, bah, t'es déjà super. Après, on va dérouler, mais ça s'est plutôt bien passé aussi. C'est quoi un bon potentiel? Un bon potentiel, bah déjà, c'est avoir la caisse. Pour faire du kayak, faut avoir la caisse, faut être quand même fort en muscu. Alors certes, il y a toujours des exceptions, mais pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est supporter une forte charge d'entraînement
Et après, il y a aussi le côté mental, quoi. Et je pense que, comme je disais, moi, je suis un compétiteur et je suis vraiment dans quoi que je fasse, même encore aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Je joue à la pétanque ou je joue aux cartes ou voilà. J'ai envie de gagner, quoi. Mais après, est-ce que j'avais un bon potentiel ou pas? Je sais pas si j'avais le meilleur potentiel, mais je sais que déjà en junior, j'étais déjà très fort. J'étais déjà très fort au niveau des seniors. Là, quand tu es junior, donc tu fais champion d'Europe et puis champion du monde l'année d'après. Bah oui. Et puis en plus, tu es dans le club. Je savais pas que tu étais dans le club où il y avait plein de champions. Il y avait notamment Gilles Zoc, quoi. Donc forcément, ça te motive à fond. Et est-ce que l'objectif à ce moment-là, c'est de devenir champion du monde senior? Ah bah oui, clairement, ouais. Clairement, tu vois, à partir de junior, c'était déjà les championnats du monde junior, j'étais déjà en mode j'avais envie de les gagner et je voyais enfin voilà, je me voyais déjà à Lyon au Pôle France, ce genre de choses quoi. C'était d'ailleurs, j'avais déjà été invité au Pôle France quand j'étais junior et c'est vrai que Jean-Pascal, j'avais discuté avec Jean-Pascal et il m'avait dit que c'était peut-être un peu trop tôt, que j'étais pas assez mature et je pense que c'est vrai. Je pense que si j'avais été à Lyon tout de suite en Pôle France, je sais pas comment j'aurais géré. Tu vois, c'était bien que je reste chez mes parents tranquille et que je découvre le haut niveau tout doucement quoi. Je pense que c'était mieux quoi. Mais ça veut dire qu'à cette époque-là, alors tu t'entraînais souvent tout seul ou il y avait quand même des stages? Ah bah la semaine ouais, c'était tout seul ouais, avec Amandine Crochet voilà, on se retrouvait au club et on allait s'entraîner le soir mais oui, je m'entraînais tout seul. Ouais. Souvent tout seul et le week-end avec les autres là, les Crochets, les Bonardel et tout ça quoi. C'était ça quoi, la semaine c'était ça et le week-end ils descendaient au club et on s'entraînait ensemble. Ouais. Et est-ce qu'il y avait quand même des rassemblements en équipe de France pour que tu t'entraînes avec d'autres de l'équipe? Ah oui oui, après il y avait ça après c'est vrai, j'en ai pas forcément parlé parce que j'ai toujours fait plein de stages quand même avec la région Rhône-Alpes, avec l'équipe de France, enfin avec l'équipe de France. T'imagines bien quand t'es junior, t'as pas 10 stages dans l'année, quoi. T'as allez 2 stages pendant les vacances scolaires. Donc oui, il y avait ce genre de stage. Ouais. J'allais dire, sinon t'entraînais seul toute l'année ou presque. Faut que t'aies une sacrée rage en toi quand même, quoi, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, mais avec du recul, tu vois, c'est toi qui viens de me faire penser ça. Je me disais quand même, je me dis quand même que j'étais vraiment motivé, quoi. Ouais, Surtout ouais, ouais. l'hiver et tout ça, quand ça caille, ouais, c'est. Mais bon, voilà, ouais, moi je prenais du plaisir parce que je progressais en fait. C'est Et C'était vraiment un truc. comment tu voyais tes progrès justement? Est-ce qu'il y avait des parcours ou des je sais pas des distances que tu faisais régulièrement pour voir que tu progressais? Bah ouais, moi je m'entraînais sur un bras du Rhône qu'on appelait la Laune. L'entraînement de base c'était 4 launes, c'est-à-dire un aller-retour. C'était 8-10 kilomètres, on va dire, quelque chose comme ça. Et puis après on avait des chronos de 2000 launes, des 4 fois 2000 launes. Voilà, il y a des jalonnements pendant la saison où on faisait des chronos, quoi, on faisait des prises de perf. Et donc là tu voyais qu'à chaque fois que tu refaisais le test, tu progressais? Alors je dis pas à chaque fois, mais c'était assez souvent ouais, que je progressais. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais comme Et étude en parallèle? ah oui, j'étais en première et terminale. Et après, une fois que tu étais passé, donc il y avait pas du 23, il y a pas du 23 en descente. Si, il y en avait peut-être pas à l'époque. Non, il n'y avait pas de U23, non. Donc tu C'est passes pas. direct senior, tu vois, après la terminale, tu fais des Ouais. études. Et ben direct après mes championnats du monde junior où je me suis concentré à fond là-dessus, tu vois, j'ai raté mon bac, donc je suis resté encore chez mes parents une année. Où là cette année là c'était dur quoi parce que trouver la motivation, sachant que j'étais chez les seniors et que l'objectif principal c'était le championnat de France qui était en juillet, donc l'hiver c'était dur. En plus, j'avais raté mon bac. J'ai aussi découvert un peu la fête. Je faisais plus la fête avec mes copains et voilà. Donc, quand tu fais la fête le lendemain, tu vas pas t'entraîner, ce genre de choses. Donc, ce- cette saison-là avait été dure au niveau entraînement, mais je me rappelle que les 3 derniers mois, j'avais réussi
j'avais réussi à motiver, à me retrouver un entraînement où je m'entraînais tous les jours et du coup, ça avait suffi pour rester en équipe de France, quoi, pour réintégrer pour intégrer le pôle France, quoi. Parce que j'aurais pu en être exclu, quoi. Parce que j'allais te dire, si j'ai bien compté, t'es champion du monde junior en 96, donc à 18 ans, Ouais. Ouais. et ce que je vois sur ton palmarès, on va y arriver, tu mets 6 ans avant de devenir champion du monde senior. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Donc ça, ouais. ma question c'est, là on voit, donc comme tu l'as dit, c'était dur finalement parce que t'es arrivé, tu t'es concentré, t'es devenu champion du monde junior. Ensuite, il t'a fallu 6 ans pour atteindre, entre guillemets, ton objectif, ton rêve. Comment ça s'est passé durant ces 6 ans? Est-ce que justement, tu as intégré le pôle France et tous les jours, tu t'entraînais avec des gars de ton niveau ou Oui, presque? oui, oui, bah après, oui, en fait, direct après avoir eu mon bac, bon, l'année d'après, j'ai eu mon bac. Après, moi, ce que j'avais prévu, c'est d'aller en STAPS parce que je voulais faire comme les grands, je voulais être entraîneur. Donc, il fallait que je passe le prof de sport. Donc, il fallait que je fasse STAPS, filière entraînement, et puis après passer le concours. Voilà, c'était un peu ça le projet, le programme. Et donc, après avoir fait une année de plus avec mon bac, je suis allé à Lyon et là, j'ai intégré le pôle France où là, bah, j'ai découvert les aménagements d'entraînement. Enfin, pas tout de suite. Au début, j'étais sérieux en STAPS, puis après, j'ai vite compris qu'on pouvait dispenser de l'assiduité et aller à l'entraînement à côté, à la place. Et bah voilà, après, je me suis mis à fond dans l'entraînement. Et ça, tu dis que t'as mis 6 ans à atteindre le Graal. Entre-temps, tu vois, il y a eu d'autres compètes. Il y avait les coupes du monde pour les jeunes. Il y avait et rapidement, tu vois, j'ai fait des bons résultats. Ma première sélection en coupe du monde, je dirais que j'ai fait des podiums en coupe du monde en sprint. Donc j'étais senior deuxième année et je faisais des podiums en Coupe du Monde. Donc moi je progressais encore, tu vois. Je faisais pas, j'étais pas champion du monde, mais voilà, je touchais du bout du doigt les meilleurs mondiaux, quoi. Et justement, tu parles du sprint. C'est arrivé à quelle époque, la version sprint en descente? Bah à peu près à cette époque-là, je dirais qu'à partir de 96, 98, tu vois, en Coupe du Monde, ils commençaient à mettre des épreuves de sprint dans le but d'essayer de développer la descente et pourquoi pas essayer de faire que la descente devienne olympique, un peu et utiliser le bassin de slalom. C'était, je pense, un peu l'idée. Et c'est vrai que moi, sur cette forme de course, c'était vraiment là-dessus, j'étais vraiment meilleur que sur la classique. Ça, c'est sûr, quoi. En sprint, j'ai toujours été meilleur en sprint qu'en classique. Même si j'ai été champion du monde dans les deux, ça a été beaucoup plus de travail pour la classique que pour le sprint. Comment ça se passait les entraînements au Pôle France? Est-ce que c'était, comme presque tous ceux que j'ai interviewés, 2 séances par jour minimum? Ouais, en descente, je dirais, c'était pas 2 séances par jour minimum parce que moi, je me rappelle pas avoir été au-delà de 2 séances par jour. Par contre, j'avais l'impression quand même enfin surtout ma fin de carrière en descente, que c'était des séances beaucoup plus longues, quoi. C'était vraiment 2 grosses séances plutôt que 3, 4 séances, parce qu'à la fin de la carrière professionnelle, c'était ça, c'était 3, 4 séances, mais de 45 minutes à 1 heure, quoi. Je faisais pas s'il y avait 2 gros blocs, mais comment dire, en descente, non, je me suis rarement entraîné plus de 2 fois par jour. C'est quoi une grosse séance? Une grosse séance, c'est minimum 2 heures. Et Ouais, c'est 2 heures en capa? bah, à la fin ouais, pour être champion du monde et en classique, eh bien, c'est ce qu'on appelait, on faisait des blocs de 2 fois 2 heures. Donc on enchaînait en hiver, des fois, on faisait 3 jours à 3 fois, enfin à 2 fois 2 heures, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, avec des thèmes techniques pendant la séance, avec de différentes choses, mais globalement, c'était pas de l'intensité, quoi. C'était vraiment travailler l'endurance de base, quoi. Et le geste et la technique gestuelle qu'il fallait qu'on travaille tout le temps, quoi. C'était notre truc pendant les 2 heures, quoi. Le but, c'était pas forcément d'aller vite, quoi. Et c'était Ok, vraiment se faire une grosse tête, quoi. ok. Et là, c'était toujours JP qui te faisait les programmes? Ouais, alors JP était sur Poitiers, au Pôle France de Poitiers. Il était entraîneur de descente avec Bruno Boyer à l'époque. D'ailleurs, tous mes connaissances, je sais pas si tu connais, mais c'est un ancien entraîneur là, qui est décédé récemment. Et
Oui, c'était Bruno Boyer qui m'entraînait sur Lyon, et puis après on faisait des regroupements, mais donc, sur Lyon c'était plutôt le Bruno qui faisait les programmes, même si c'était des programmes cadres. Hein, je veux pas tu vois, il y avait des programmes cadres qu'on adaptait après aux personnalités, mais enfin tous les sportifs suivaient un peu la même trame. Hein, c'était pas, on avait rendez-vous le matin à 10h pour faire le même entraînement, quoi. C'était adapté, mais plus adapté par rapport à la fatigue ou ce genre de choses, mais pas adapté par rapport à chaque personne, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah, j'ai une question par rapport à ça. Bah, tu vois, j'ai interviewé Seb Joub il y a pas longtemps. Et lui, de ce que j'ai compris, chaque entraînement est la compétition. Et là, de ce que tu me dis, et on y reviendra sans doute après quand tu as été à Toulouse faire de la course en ligne. Mais là, tu étais plus, tu vois, sur des séances longues, travail technique, tout ça. Est-ce que ça veut dire que Ouais. pour toi, l'entraînement, c'est pas la compétition, forcément? Ah non, non, j'étais très compète, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis très compète, et je rejoins un peu ce que dit Seb. J'ai pas écouté l'interview. Mais ouais, chaque entraînement est la compétition en respectant le thème de l'entraînement, quoi. C'était ça, quoi. L'entraîneur donnait le thème, la cadence ou la vitesse à atteindre. Enfin, pour ça, c'était ça. Et en descente, c'était un peu ça aussi, quoi. Il fallait toujours rester concentré sur la geste technique. Il y avait pas mal de séances techniques, mais en gros, c'était la compète à l'entraînement, ça c'est sûr. Ok, bah voilà, c'était ma question parce que Ouais. je me disais, c'est bizarre, c'est le premier à me dire ça en descente, des séances faciles et tout. En fait, il y a pas de séance facile. Non, 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 je dis pas des séances faciles. Mais tu vois, sur 2 heures, forcément, tu fais pas des séances au taquet où tu es à 160 ou 170 de pulse, quoi. Tu vois, on essayait de redescendre un peu et de travailler vraiment sur la capacité aérobie, quoi. Et justement, tu parles de pulsation. Est-ce que c'était le Mhm. repère d'intensité des séances, les pulsations? Ouais, ça pouvait arriver, ouais. Après, ça, c'était plus presque en course en ligne que j'utilisais presque plus ça qu'en descente, tu vois. Parce que à l'époque, les cardio-fréquences mètres, bah, c'était pas le prix d'aujourd'hui, et puis voilà, c'était un peu tout nouveau, quoi. Je te parle de ça moi, en 2000, quoi. Il y Ah, a je me souviens, 22 ans. on avait les ceintures polars, on avait les petites ceintures polars, Oui, voilà. et on avait la montre qui mettait juste les pulsations, qui faisait pas grand chose d'autre à part le chronomètre. Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, je sais que j'aimais pas non plus trop me fixer là-dessus, quoi. C'était un truc. Après, c'est encore, enfin, pour faire ma fin de carrière, tu vois, je pense que ma fin de carrière en course en ligne, j'ai trop fait des fixettes sur des cadences à atteindre, sur des vitesses à atteindre, sur des fréquences cardiaques à atteindre, plus que à m'écouter moi, quoi. Et du coup, je pense je pense qu'au fond, je me suis un peu planté là-dessus. Je pense que Alors que justement, en descente à ce moment-là, donc autour d'année 2000, t'étais plus justement sur, il y avait un thème technique, et après c'était, tu t'écoutais et tu voyais le rythme où t'allais, quoi. oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Euh, sur là, tu nous as dit que donc de 96 à 2002, tu as progressé chaque année. Est-ce que parce que là, j'ai pas réussi à trouver Non, non, justement, non, non. y a pas tant d'archives que ça. Est-ce que tu as fait des médailles est-ce que tu as gagné des coupes du monde par exemple? Alors, j'ai pas fait que progresser, hein. J'ai aussi des années un peu difficiles, mais c'est vrai que 98, je faisais mes premières médailles en Coupe du Monde. Après 99, c'était les pré-mondiaux à Trégnac sur la Vézère. J'avais fait troisième, donc l'année d'après, j'étais un peu et j'avais fait sixième au championnat d'Europe, donc j'étais un peu parmi les prétendants entre guillemets pour faire un podium. Et l'année d'après, en 2000, c'était un peu mon premier revers que j'ai pris, tu vois. En 2000, j'avais fait dixième au championnat du monde. C'était pas du tout. C'était un peu ma première grosse déception, on va Qu'est-ce qui dire. s'était passé? Ouais, il s'est passé que je pense que j'étais pas si près que ça. En fait, je pense que l'entraînement qu'on avait fait n'était pas comment dire, quand on a eu compris après les Allemands, tous ceux qui gagnaient, la quantité d'entraînement qui se tapaient en bateau. Après, on s'est dit bah ouais, nous c'est bien, on fait de la muscu, on fait des footings, on fait plein de trucs, mais quand même faut en bouffer, quoi, du bateau, et il faut bouffer des longues séances, quoi. Vraiment ça, on a pris conscience de ça avec les équipes de France, avec Maxime Clérin à l'époque et tout ça, et c'est là qu'on a commencé les 2 fois 2 heures en 2001 et en 2002, quoi.
Et c'est vrai que moi, bon, ça a plutôt bien marché en 2001, même si je reste un peu sur une frustration parce que j'avais fait quatrième au championnat d'Europe à 2/10 du troisième. Voilà, je m'entraînais avec Maxime Clérin qui avait été champion d'Europe. On se tirait la bourre tout le temps, tu vois. Là aussi, c'était un peu une déception quoi, en 2001. Je te cache pas quoi. Et puis aussi une déception et une prise de conscience parce que j'étais aussi, je m'entraînais beaucoup, mais j'étais aussi un jeune con. J'aimais bien faire la fête, je fumais des clopes et tu vois le 3/10 d'écart qui m'a séparé au championnat d'Europe, j'ai vite compris qu'en fait qu'il fallait que j'arrête toutes ces conneries quoi. Et ça a marché dès l'année d'après au championnat du monde où j'ai un peu explosé quoi. Mais ouais, c'est vrai que l'année des championnats du monde, j'étais vraiment un asset de l'entraînement et de bien manger, de pas sortir, de ce genre de choses quoi. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que souvent j'ai l'impression que on minimise l'importance de l'alimentation, de l'hygiène de vie au niveau global. Et toi, de ce que je comprends, c'est ce qui t'a permis d'accéder entre guillemets à tes meilleurs perfs. Ben ouais, bah tu vois comme quand j'étais jeune, j'étais plutôt doué, donc je le cache pas, hein, j'ai toujours été fêtard et je le suis encore. Je suis un bon vivant et ça passait, je pense parce que je faisais la descente et donc je faisais un peu la fête et j'étais fort. Mais après, pour atteindre le toit du monde, j'ai compris qu'il fallait vraiment arrêter ça et puis faire gaffe à l'alimentation parce en 2001-2002 on a eu un préparateur physique qui était issu du culturisme et qui était à fond sur la diète et tout ça quoi, qui m'a appris plein de choses quoi sur voilà et qui m'a fait progresser en muscu, en kayak et c'est clair que j'avais déjà pris conscience que ce que je mangeais c'était important et tout ça quoi, mais j'en ai vraiment pris conscience ouais peut-être un an avant d'être champion du monde qu'en fait c'est ce que tu manges qui t'apporte le carburant pour faire fonctionner tes muscles quoi, alors qu'avant je j'en avais pas autant conscience je pense. T'avais pas autant de carburant, quoi. Ouais peut-être. T'avais pas la bonne essence. Ouais voilà c'est ça ouais. Justement, revenons sur 2002 et la double consécration. Est-ce que déjà ce doublé, c'était quelque chose que tu envisageais, que tu pensais possible? C'était clairement un objectif. C'était les premiers championnats du monde de sprint. J'étais fort en sprint, donc le sprint c'était clairement un objectif. Mais pour autant, vu que c'était les premiers championnats du monde de sprint, pour moi un vrai champion du monde de descente c'était quelqu'un qui gagnait la classique. Voilà, dans ma tête c'était ça. Donc je voulais être, on va dire que j'ai pas préparé plus la classique, mais presque. J'ai vraiment fait une préparation pour préparer la classique et après pour le sprint, vu que j'étais fort avant, je l'ai préparé, mais voilà, c'était vraiment un double objectif, ouais, d'être double champion du monde. Et est-ce que tu ressens une sorte de vide une fois que tu deviens double champion du monde? De vide, Dans non. le sens où tu as atteint ton objectif? Ah ouais, ouais. Ça, je peux l'entendre. Et après, c'est vrai que j'ai eu la chance en fait que le DTN de l'époque, Antoine Bocci, qui est aussi un champion du monde de descente dans les années 80, 87 je crois. Et il était venu me voir tout de suite après mes 2 titres et il m'avait dit tout de suite bon voilà, Boris là, faut que tu te pètes à la course en ligne, nanana. Donc moi je dis ouais, ça m'intéressait mais sans plus. Et c'est vrai qu'après le temps que je prenne ma décision, septembre, octobre, j'étais à Lyon. Je C'est vrai que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et c'est vrai que la course en ligne, c'était un nouveau challenge. D'une part parce que c'était une nouvelle discipline et aussi parce que c'est une discipline olympique et que quand tu as été champion du monde dans une discipline, le cap au-dessus, c'est les jeux, quoi. Et donc voilà, je me suis lancé un nouveau challenge avec la course en ligne. Ouais. Mais j'ai deux questions. La première, c'est de quoi tu vivais à l'époque? Est-ce que tu avais fini tes études et tu avais un poste en gros, tu bossais Non, peut-être non, à non. mi-temps ou pas? Non, parce que
Après j'étais en STAPS, j'ai pas été très très sérieux. Quand j'étais en champion du monde, je crois que j'étais en licence entraînement encore. Donc l'année d'après, je l'ai validé. J'avais fait une demande pour préparer le concours. Ah non, ça c'était en 2001. Ah non, en 2002, je sais plus. Bon bref, non, de quoi je vivais, j'étais encore étudiant. Je vivotais de mon sport grâce à mes parents avaient pas trop d'argent, donc j'étais boursier, donc déjà ça fait un petit peu d'argent. Après j'étais champion, enfin 2001-2002, j'avais réussi à avoir des contrats avec des constructeurs de kayak où je les achetais pas cher et je les revendais, donc ça faisait un peu d'argent, tu vois, en revendant mes kayaks avec les paillettes pareil. J'avais quelques aides de la région, mais et de la ville. Mais globalement, tu vois, je me faisais quoi, l'équivalent d'un petit SMIC par mois, tu vois, qui me permettait de vivoter autour de mon kayak, quoi. Si j'ajoutais là-dessus les APL, voilà, tu vois, tout compris, ça faisait ça, quoi. Donc j'étais pas malheureux, mais je roulais pas sur l'or, ça c'est sûr. Mais justement, c'est pour ça que je pense à ça, c'est parce que là, t'es à Lyon, t'as ton petit rythme de vie, entre guillemets, et la course en ligne, de ce que je comprends, c'est que t'as dû t'expatrier, quoi. Changer complètement de décor pour aller en faire. Alors après, j'ai eu aussi la chance quand je suis parti faire la course en ligne, c'est que le DTN m'a proposé de venir faire la course en ligne, mais il m'a aussi aidé financièrement au passage à la course en ligne, parce que forcément, il fallait que je change d'appart, il fallait que j'aille à Lyon, il fallait que j'aille à Paris, il fallait que je m'achète un kayak, alors qu'avant, moi, je payais plus mes kayaks, quoi. Je faisais de l'argent sur mes kayaks, donc c'est ce que je lui dis. Je dis, mais moi, donc j'avais eu quelques aides qui m'ont permis le passage à la course en ligne, et puis après, j'ai envie de te dire, quand t'es kayakiste, de toute façon, tu vivotes avec le peu d'argent que tu as, quoi. Enfin, peut-être ça a un peu évolué aujourd'hui, mais moi, je sais que j'étais content de vivre entre guillemets, ma passion, avec les 2-3 aides que j'avais, quoi. Et ça me suffisait, quoi. J'avais pas un gros niveau de vie, quoi. Et est-ce que tu avais déjà essayé la course en ligne avant cette invitation? Un tout petit peu en junior. En fait, Jean-Pascal à l'époque, il passait son professorat de sport, je crois. Il était sur Paris, il côtoyait un peu les ligneux. Il avait réussi à m'inscrire aux sélections juniors sur 1000 mètres et 500 mètres. Donc j'avais fait ça, j'ai fait un tout petit peu de course en ligne. Il me dit oui, tu verras, parce qu'en fait, j'avais pas trop de concurrence au niveau français, entre guillemets. Quand je faisais des courses, je gagnais avec beaucoup d'avance. Donc il m'a dit oui, tu vas faire un championnat du monde, mais en fait tu gagnes tout le temps, tu sais pas ce que c'est la pression. Donc c'est clair, il m'avait emmené faire de la course en ligne en junior. J'avais fait les sélections en junior. Et là, t'avais pris une raclée, justement? T'avais préparé? J'avais un peu préparé, mais j'avais préparé un mois à l'avance, je veux dire, quoi. Des choses comme ça, ou enfin j'avais pas fait énormément de course en ligne, quoi. Et une raclée, non, parce que j'étais passé en finale dans les deux distances. Après, est-ce que c'est bien de passer en finale en junior ou pas, je sais pas, mais voilà, pour moi, c'était pas vraiment une raclée, quoi, vu l'expérience que j'avais, quoi. Mais j'avais pu me mesurer à d'autres sportifs. Donc là, tu t'es retrouvé à Paris, en fait, c'est ça? À Vers-sur-Marne? Alors ça, c'était en 2003 que je me suis retrouvé. Mais ce que je te parlais, c'était en junior. Ouais, ça j'ai compris. Ouais. Et donc ouais, après je me suis retrouvé à Vers-sur-Marne. Ouais, j'avais loué un petit studio tout proche du bassin. Quoi. Je montais la semaine et je redescendais voir ma compagne avec qui j'étais depuis, qui est la mère de ma fille. Bon, je suis plus avec elle aujourd'hui, mais voilà, je redescendais les week-ends, passer les week-ends avec elle. Quoi. Et comment ça s'est passé cette année 2003? Est-ce que tu as pris du plaisir justement de la course en ligne? Tu t'es vu progresser? Euh, alors je prenais du plaisir parce que je progressais, mais j'étais frustré parce que je sais pas si ça vient de la descente ou si moi qui étais. Mais j'avais l'impression d'avancer en crabe. Et c'est jusqu'à la fin de ma carrière en course en ligne, quand j'étais en quin, c'était un truc et j'étais hyper dissymétrique. Je gîtais d'un côté, je revenais à plat, gîtais d'un côté, je revenais à plat. Est-ce que ça vient de la descente? Je sais pas, mais donc oui, je prenais du plaisir, je découvrais,
mais j'étais un peu frustré quand même. Mais ça avait quand même marché. La première année en 2003, j'avais réussi à me sélectionner pour mes premières coupes du monde en équipe de France. Ouais, Ah ouais, donc tu as quand même fait une belle transition. ouais, non, j'avais fait une super belle transition. Ouais. J'avais fait mes premiers équipages. C'est vrai que ça me plaisait bien, quoi. L'équipage, c'était quelque chose quand même qui me plaisait vraiment bien, quoi. Pas en avant parce que j'étais vraiment nul, mais en arrière et me fondre sur l'autre, essayer de faire que le bateau avance mieux à deux. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Ouais. À partir de quand tu te retrouves à Toulouse et qu'est-ce qui t'emmène à Toulouse? Qu'est-ce qui m'emmène à Toulouse? Je m'y suis retrouvé en 2005, donc parce en 2003, donc j'étais à l'INSEE, j'étais à Vers et après je suis rentré en préparation pour le pro de sport que j'ai eu en 2005. Et donc fin 2005, le DTN de l'époque, Philippe Graille, m'a dit bon bah ça y est, t'es prof de sport, on va te détacher, mais la condition, il faut que tu ailles à Toulouse. C'était un peu ça le truc. Et moi, ça m'allait bien et ça allait bien à ma compagne aussi. Parce que il y a JP qui allait à Toulouse, parce que j'allais retrouver le sud, Paris. Je peux pas dire que enfin voilà, je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais il fait pas beau souvent. Il y a souvent des bouchons. Enfin bon, bref, voilà, je vais pas te faire un tout. Ouais, bah, tout le monde connaît bien la région parisienne. Hein. Voilà. Et même si à Lyon, c'est en train de devenir un peu pareil, mais voilà, j'étais content de découvrir une autre ville et ma compagne à l'époque, eh ben, elle était aussi hyper contente de partir parce que c'était vraiment une partenaire, tu vois. Elle m'a vraiment suivi dans mon sport de haut niveau, vraiment je l'ai rencontrée à 17 ans jusqu'à la fin de ma carrière, elle était là, quoi. Pendant 15 ans de ma carrière, elle était là avec moi, à me suivre, à m'encourager. Et donc quand elle était contente aussi parce qu'elle m'a souvent suivi, hein, tu vois, quand je suis allé à Paris, après elle est montée à Paris, elle a trouvé du travail à Paris. Donc quand elle a dit que j'avais possibilité d'aller à Toulouse, elle était plutôt contente. Donc pour moi au début Toulouse c'était vraiment une bonne chose. Ça me semblait vraiment bien. Il allait faire beau, j'allais retrouver un peu la nature, et c'est le cas. Sauf que je pense qu'au fond ça m'a pas aidé la première année parce que je me suis retrouvé seul, quoi. Et je pense qu'au fond, peut-être en descente, ça aurait pu marcher, mais en course en ligne, j'étais trop novice pour me retrouver seul à m'entraîner, quoi. Même avec JP qui t'entraînait à ce moment-là? Ouais, parce qu'il faut de la concurrence. Tu vois, je m'entraînais seul et peu de fois où il y avait des regroupements et trucs comme ça, j'étais nul. Enfin, ouais, j'étais vraiment pas très très bon. Et, euh, et je pense qu'au fond, je me leurrais à me dire ouais, voilà, c'était parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Et au fond, en fait, j'avais pas le niveau, quoi. Quand j'étais à Toulouse, clairement, j'avais pas le niveau, quoi. Mais justement, après, il y en a pas mal qui t'ont rejoint parce qu'après, de ce que j'ai compris au fur et à mesure des podcasts, c'est qu'à un moment, Toulouse, c'était la Mecque de la course en ligne, quoi, en France. Oui, oui, mais après, tu sais, moi, j'ai été de 2005 à 2007. Toi, j'ai fait juste 2 ans, quoi. Et oui, après, il commençait à arriver du monde. Et je pense que oui, comme je le redis, peut-être j'avais pas le niveau, tu vois. Et moi, je jouais quand j'ai été sélectionné en équipe de France, quand on passait en finale, on était content. Et après, à partir de cette année-là, ils jouaient les médailles, quoi. Ils jouaient les titres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'en course en ligne, j'ai eu des bons résultats, mais à la fin, avec du recul, j'avais pas le niveau Qu'est-ce qui t'a manqué, de- à ton avis? Je faisais un blocage sur ce que je te disais quand j'ai commencé la course en ligne, que l'impression d'avancer en crabe, quoi. Ma dernière année de course en ligne, j'ai fait plein de tests pour savoir si j'ai pas des symétries. Bon, il y avait pas j'ai eu l'impression au final d'avoir perdu plus de temps psychologiquement à essayer de me concentrer là-dessus plutôt qu'à essayer de me concentrer sur mon réel entraînement, etc. Mais qu'est-ce qui m'a manqué? Je sais pas vraiment, quoi. Je pense quand même que la course en ligne, ça reste quand même comme tout sport, comme le slalom, comme la descente. D'abord, être sport dans du kayak, si tu commences pas jeune, alors t'as toujours des exceptions, hein. Tu prends Arnaud Ibois, lui, je pense que c'était un peu la grande exception. Il a été, il a tout déchiré en course en ligne, alors qu'il en a pas fait non plus tant que ça, quoi.
Mais je pense quand même que si tu veux être performé en course en ligne, faut commencer tôt la course en ligne, quoi. Pas commencer à 25 ans, quoi. Tu as l'impression qu'il te manquait du transfert, de l'équilibre, du gainage? Ouais, du transfert du transfert de l'énergie. C'est pas la même glisse, quoi. Le bateau de descente et le bateau de course en ligne, ils glissent pas pareil, quoi. Le coup de pagaie, il est quand même pas pareil. C'est, euh, c'est quand même pas c'est pas la même discipline, hein. Alors certes, il y en a qui ont réussi dans les deux, hein, mais quand même, moi je reste persuadé que c'est quand même des disciplines qui sont différentes, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu mets fin à ta carrière? Bah, les résultats qui sont en berne, et comme j'étais prof de sport, en fait, de 2005, depuis que je suis à Toulouse, ah oui, parce on m'a dit, il faut que tu es prof de sport, tu seras détaché à temps plein pour t'entraîner, mais il faut que tu ailles à Toulouse. Donc j'étais détaché à temps plein. Et pour moi, les résultats suivaient pas à temps plein. Alors j'étais détaché à temps plein. Donc au début, je me suis posé la question si j'avais pas continué, mais si j'y arrivais pas en étant détaché à temps plein, en m'entraînant 3, 4 fois par jour, je vois pas comment j'aurais pu le réussir en travaillant à côté, quoi. Donc j'ai décidé de mettre fin à ma carrière, plus ou moins parce qu'on m'a dit bah t'as plus de place INSEP, quoi. Ouais, t'as arrêté tôt parce que 2017, c'est-à-dire que t'avais quoi? T'avais même pas 30 ans? Ah non, ouais, j'ai arrêté à 27 ans. Ouais. Eh ouais. Ouais, j'ai plutôt arrêté tôt. Quand on voit aujourd'hui un Maxime Beaumont et un Cyril Carré, moi je leur tire ma révérence parce que je sais ce que c'est aussi le haut niveau, je sais l'énergie que ça prend. En fait, c'est dur le sport de haut niveau, c'est très très dur. Et encore une fois, tu vois, mais il y avait aussi des choses que, ouais, je pense qu'à la fin j'étais usé, quoi. J'avais plus l'énergie je commençais à me blesser régulièrement. Voilà, tu vois. Et puis le fait que je fasse plus des résultats en berne plutôt que je progressais, ce qui m'était un peu toujours arrivé dans ma carrière, ça c'était très dur psychologiquement pour moi, quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire parce qu'en descente, tout à l'heure, on en a pas mal parlé. Tu t'es entraîné seul un long moment, t'étais archi motivé. Et là, d'être tout seul en course en ligne, ça t'a un peu bloqué, justement. Donc, comme si t'avais moins l'envie, quoi. Bah, en fait, c'est pas que j'avais moins l'envie, c'est bah, la première année, en fait, j'ai pris j'avais bien réussi en 2005 en K2 avec Olivier Petit, et puis même en K1, j'avais fait quand même un podium au championnat de France. Alors ça n'a rien à voir avec le haut niveau, mais j'avais quand même fait un podium au championnat de France en course en ligne. Tu vois, j'étais quand même devant un Philippe Collin, devant des gens comme ça, donc j'étais quand même. Ah non, j'étais deuxième. J'étais devant Babac. C'est ça que. Mais euh, mais ouais, le fait que j'ai pris une grosse claque et que je sois pas sélectionné en 2006, tu vois, et après pas sélectionné en 2007, sachant que j'avais mis de l'énergie quand même, que je m'étais entraîné, et peut-être presque trop. Trop parce que bah, justement j'étais détaché à temps plein, payé pour m'entraîner. Des fois je me disais ça dans ma tête et que j'avais du mal à accepter la récup. Voilà, les programmes d'entraînement, ils étaient quand même hyper chargés. Il y a peu qui arrivaient à faire toutes les séances qui étaient dans le programme. Et je pense que des fois, je me suis pas assez écouté. À me dire, bah c'est bon, t'es fatigué, tu vas quand même, ou alors t'es blessé, bah c'est pas grave, ça va passer. Je pense qu'avec du recul, c'est peut-être ça qui m'a fait que qui a fait que j'ai pas progressé, quoi. Je me suis pas assez écouté, ouais. Aujourd'hui, donc, tu bosses en tant que prof de sport? Plus du tout, non. Ah, mais qu'est-ce que tu fais alors? Aujourd'hui, je suis plaquiste et peintre dans la rénovation d'appartements sur Lyon. Ok, rien à voir alors, énorme. Rien à voir. En fait, après avoir arrêté ma carrière, donc j'ai été après Toulouse, ça c'était un peu dur, j'ai été affecté comme CTR en Picardie, alors que moi je voulais être entraîneur, le TN le savait, mais bon, ça s'est pas fait et c'est vrai que l'arrêt de carrière, en plus je me suis arrêté, j'ai arrêté le sport direct, j'en ai pas fait derrière, donc je pense qu'au niveau hormonal et etc. Ça m'a pas fait du bien, je suis un peu tombé en dépression, je me sentais pas à l'aise, le professeur de sport, etc. Je m'y retrouvais pas, enfin je me sentais pas à ma place en fait.
Et rapidement, j'ai essayé de changer. Au début, j'ai fait un congé de formation pour faire pompier. Mais bon, j'ai eu un après-carrière assez difficile. Et finalement, après, bon, j'étais toujours prof de sport. J'ai réussi à avoir un poste très sympa que j'ai fait pendant 7 ans à la direction régionale jeunesse et sport, qui était m'occuper des sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que quand j'ai passé prof de sport, je voulais faire soit entraîneur, soit m'occuper des sportifs de haut niveau. Donc, tu vois, ça reste très restreint, alors qu'un prof de sport, il peut faire plein de trucs. Mais bon, j'ai réussi à faire ça pendant 7 ans, mais au final, je m'y retrouvais pas, quoi. Et à mes 40 ans, je me suis dit, putain, il te reste encore plus de 20 ans, parce que j'avais commencé à bosser tard. Plus de 20 ans à faire et tu te fais déjà chier, entre guillemets. Bah, je sais pas que je me faisais chier, c'était hyper intense, etc. Mais c'était de la réunion, il y a beaucoup de réunions, de l'administratif, des choses où je bougeais pas assez, quoi. Moi, je me rendais compte qu'en fait, j'avais beau faire un peu de sport à côté, mais j'avais besoin de bouger au jour le jour et de faire on va dire, quelque chose de concret. Tu vois, mon changement de boulot, c'était faire quelque chose de concret parce que j'avais l'impression que mon ancien taf, il était pas du tout concret, quoi. Alors certes, il y avait s'occuper des sportifs, mais je faisais tellement de réunions qui avançaient pas, où il y a pas de décision prise, il y a un nouveau chef qui arrive, tu as travaillé 6 mois sur un projet, il dit bah non, ça c'est pas bien, on va faire autre chose. Tu vois, des trucs, tu te dis, des fois je me posais la question de mon utilité. Clairement, donc j'avais quand même des sportifs qui me remerciaient, qui avaient des aménagements sur des choses, mais plein de fois je me suis posé la question de mon utilité en tant que fonctionnaire, tu vois, être payé par l'État, et je me disais mais qu'est-ce que tu fais là, quoi. Et un jour, arrivé à mes 40 ans, j'ai eu une opportunité pour changer et j'ai pas hésité, quoi. J'ai tout changé, quoi. Ok. Et Et aujourd'hui, aujourd'hui, en plus de ça, est-ce que tu refais du sport justement? un petit peu, mais pas énorme. Clairement, il faudrait que j'en fasse plus. Je me suis acheté un vélo cet été, j'en ai fait 3, 4 fois, mais et depuis que j'ai repris le boulot, je fais pas trop de sport. Je fais un peu de yoga avec ma chérie là. On se fait un peu de yoga de temps en temps là, de trucs. Et franchement, je trouve ça bien. Ça fait des étirements, ça fait des trucs posturaux et ça j'aime bien. Mais aujourd'hui, mon sport, je me dis que je le fais avec mon placo en fait. Bah ouais, j'allais te Donc dire, c'est pour ça que je te pose la question parce que c'est hyper physique. Et donc, est-ce que tu as encore l'énergie derrière pour s'entraîner, pour faire du sport? non, aujourd'hui, je fais plus de sport, mais j'ai l'énergie pour faire le placo et franchement, j'aime vraiment bien ça, quoi. Quand il faut monter les plaques au quatrième, c'est pas le genre de truc qui me rebute quand je travaille avec mes collègues et qui sont oh putain là. Moi, je me dis, je me fais ma séance de sport et puis voilà, quoi, c'est parti pour 1 heure et demie où on monte du placo, quoi. C'est à qui montera le plus vite avec le placo, quoi. Si j'ai compris. Non, pas forcément parce qu'on monte à deux, mais c'est vrai bah, je suis tombé des fois sur des gars, monter du placo, c'était la croix et la bannière, quoi. Et c'est là que je me dis que je suis content d'avoir fait du sport de haut niveau parce que je connais les postures, je sais comment me placer et je sais aussi manipuler une plaque de placo parce que j'ai manipulé un kayak que je l'ai souvent porté et une plaque de placo, c'est pas lourd, mais c'est encombrant, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, mais bien sûr, En fait, tout il à faut fait, je réussir vois à quoi ça faut ressemble. la faire toucher les murs pour pas qu'il y ait des angles cassent et quand je me baladais avec mon kayak ou des trucs comme ça, ben, des fois j'ai l'impression que ça m'a appris pas mal de choses. Euh, J'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Je dis pas que je parle loin, hein. Non, pas spécialement, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Euh, Si, il y a une question que tu m'as pas posée, c'est tu fais encore aujourd'hui du kayak? Parce que souvent quand je discute avec des gens qui me connaissent pas, je leur dis que je suis champion du monde, ils me demandent si je fais encore du kayak. Bah, j'en fais très peu en fait du kayak parce que j'ai l'impression que si tu veux te faire plaisir en kayak, il faut avoir la caisse, quoi. Et vu que là en ce moment j'ai plus la caisse, chaque fois que je remonte en kayak, sauf si c'est pour faire la descente de l'Ardèche ou pour aller faire un tour de wave ski ou ce genre de choses, mais faire un tour de descente ou un tour de course en ligne, eh ben ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, quoi. Bah, Mais tu vraiment pourrais, hyper tu longtemps. pourrais prendre un bateau master, entre guillemets, puis faire des petites séances comme ça.
Mais bon, je t'ai pas posé la question parce que je me suis douté que vu ton boulot, ça allait être compliqué. Ouais, j'en ai fait encore un peu, tu vois, 2, 3 ans après, enfin peut-être un peu plus. Tu vois, en vétéran, j'avais essayé de me remotiver et tout ça, quoi. Mais c'est toujours la même chose, quoi. Faut être assidu, enfin, moi, aujourd'hui, je crois que j'aborde pas le kayak en mode plaisir et tourisme. Tu vois, je veux faire un petit tour de kayak. Si je me fixe, je veux faire un championnat de France vétéran, tout de suite, je vais me mettre une pression. Il va falloir que je respecte un entraînement, et je crois qu'aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de ça. Tout simplement. Donc, Donc, tu laisses maintenant, tu laisses Olivier gagner alors. comment? Tu laisses Olivier Petit gagner alors maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, on va dire que je préfère aller boire des bières avec moi, avec mes potes, plutôt que d'aller faire du kayak. Mais après, voilà, c'est aussi un choix. Mais à côté de ça, j'aime bien aussi aller me faire une bonne rando. J'aime bien me faire un tour de vélo. Voilà, mais faire de la compète, non, j'en ai plus envie. Non. Je fais de la compète au flacon maintenant. Et bah super, Boris, je vois qu'on arrive au bout du temps imparti, comme ça tu seras pile à l'heure. Merci Ouais. encore de ton temps. Et j'ai eu la réponse à mes questions, ça m'a fait plaisir. Et sinon je pouvais pas continuer les secrets du kayak sans t'avoir sur le podcast, hein. Ça c'était obligé, donc merci encore de ton temps. Et puis vu que t'es pas c'est jamais si un jour dis-moi. Excuse-moi. Non, je dis merci à toi, c'était un plaisir un peu de raconter ma vie, quoi. Bah bien sûr, je sais, je connais l'histoire. Mais si jamais un jour tu veux naviguer, vu que t'es pas très loin d'Aiguebelette, bah hésite pas, j'ai pas mal de bateaux là-bas, donc si tu veux te promener, je te prête un bateau sans souci. Eh ben, écoute, pourquoi pas, avec Ouais, Michel, ouais, aller faire un petit tour. t'as juste à m'envoyer un message. Souvent il y a Yaïd qui vient aussi de Lyon. Il vient avec son bateau lui. Qui ça? Yves Masson. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc, Eh ben, écoute, merci bien de la proposition, en tout cas. donc sait-on jamais, si t'as envie, tu es le bienvenu. Eh ben, je te remercie. Eh ben, super. Eh ben, merci encore et peut-être à bientôt. Et peut-être à bientôt. Bonne soirée à toi. Salut. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.